vaste, qui est super vague, c'est vague, donc on peut rentrer énormément de choses dedans. Mais ça, on s'est rendu compte que c'était une exigence des Américains. Donc après, avec les mémos qui sont sortis au Wikileaks, c'est sorti, c'est les Américains qui ont demandé comme garantie qu'on soit mis en prison en sortant de Guantanamo. Les Anglais ont refusé, tous les autres pays européens ont refusé, hormis la France. Etc. C'est le tapis de l'association de malfaiteurs. Exactement. Donc c'est ce contexte qu'on est encore en bataille judiciaire par rapport à ça. Donc, ça fait 10 ans qu'on voit, maintenant on est pour la Cour européenne des droits de l'homme. On a été condamné une première fois, relaxé une deuxième fois, condamné en cassation, maintenant on est pour la Cour européenne des droits de l'homme. Vous parlez du général Miller. J'ai appris qu'il y a un an de ça, il y avait une plainte qui a été portée devant deux ex-détenus de Guantanamo et de Guantanamo, deux Français, qui étaient convoqués en France, mais il n'est jamais venu. Et je voulais savoir aujourd'hui s'il est toujours en poste, ce qu'il en était. Non, il n'est plus en poste, il est à la retraite. Et il a été convoqué, ouais, c'est la plainte qu'on a faite, que nos familles ont faite en 2002 à l'époque, qui a été refusée en France, et c'était en cassation, c'est en cassation qui ça a été obligé d'être instruit. Tout le monde a refusé d'instruire. Et ça a amené au fait qu'ils ont convoqué le général Miller, il a refusé de venir, il n'est pas venu du tout. Mais c'est encore en cours, donc il y a d'autres. Donc c'est beaucoup mon avocat qui se bat sur ça, avec l'association des droits de l'homme FIDH et une autre aussi, une allemande et américaine, que je n'ai plus le nom. C'est eux qui se battent avec ils ont monté le dossier pour pouvoir. Ils ont fait toutes les preuves de tout ce qui se passe là-bas. C'est embêtant un peu au niveau des autorités françaises, mais la justice est face au fait accompli. Donc du coup, on a des freins un peu de partout. On a les avocats qui se battent par rapport à ça. C'est un combat, là, c'est David Congoziak, c'est énorme, mais on lâche pas par rapport à ça. Bonjour, merci de prendre ce temps et partager avec nous. J'aurais deux questions. La première, au cours de la détention, quelles sont les stratégies de survie que vous avez pu mettre en place ou que d'autres détenus ont pu mettre en place à votre connaissance? Et la deuxième question, c'est ensuite, après tout ça, quel accompagnement, avez-vous eu un accompagnement divers qui vous a été proposé? Quel type de structure vous a proposé de vous accompagner, vous ou d'autres détenus par rapport à En termes de survie à Guantanamo, c'est vrai qu'au début, dès qu'on est arrivé, donc on est passé le Kandahar. Kandahar, c'est une base militaire ouverte avec des barbelés, donc on a des militaires qui sont sur les dents, des hélicoptères, des avions qui décollent à une quinzaine de mètres. Donc forcément, tout peut dégénérer d'une seconde à l'autre. Et ils sont sur les dents, donc c'est la guerre de mort. Donc là, on est en alerte maximum tout le temps. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, ça peut dégénérer. Et on peut se faire tuer, massacrer, parce qu'on est vraiment sur un front de guerre. À Guantanamo, c'est autre chose. Quand on arrive la première fois, on arrive dans le camp X-Ray. Le camp X-Ray, c'est un peu, je sais pas ceux qui ont vu les images, c'est des grillages, c'est grillagé. On est à l'air libre, on est face à la végétation. Donc, arrivé là-bas, on se dit, on a un peu d'espoir. On se dit que je pense pas qu'on va rester longtemps comme ça. On a un seau pour faire ses besoins et un seau pour boire et pour se laver. Donc, on se dit qu'on a un peu d'espoir. Mais dès qu'on voit qu'il y a des constructions qui se font, on a un peu il y a des rumeurs qui sont en train de construire un camp en béton un peu plus. Là, dès qu'on réellement on est arrivé là-bas, on a eu, comment dirais-je, un coup au moral, un coup psychologique énorme. Et du coup, je disais tout à l'heure, en fait, il y avait des tortures banales, il y avait trois types de tortures. Il y avait des tortures généralisées que tout le monde avait droit. Il y avait des tortures spécifiques, donc on soupçonnait qu'il y avait des informations, donc on était pris en charge par une équipe, et voilà, ils avaient toute une panel d'action à mettre en place sur vous. Et après, il y avait les tortures psychologiques, en sachant qu'il y avait un bloc spécifique pour tous les détenus qui craquaient, tous les détenus qui perdaient raison. Et comment on fait pour résister, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Le seul truc que je sais, c'est que moi, je n'ai pas la solution. Par contre, j'ai combattu contre moi-même. Parce que dès que je me levais le matin, mon seul objectif que j'avais dans la journée, c'est d'arriver le soir en ayant toujours ma raison. En ne donnant pas que c'était ça mon but. Et le soir, c'était pareil. Arrivant le matin, et en étant. En ne perdant pas la raison, tout en sachant qu'il y avait plein de détenus qui craquaient. Donc, moi j'avais des détenus qui étaient tout à fait normaux au début, et que du jour au lendemain commençaient à se déshabiller, à
à se foutre des excréments partout, et donc ça c'était ma hantise. Je me disais, là c'est bon, c'est contre quoi je me battais, en plus de la